avec la présentation de Jean-Franck Cavana, qui est directeur des relations extérieures de Reed et Elsevier pour la France, l'Italie et l'Espagne. Auparavant, il était secrétaire général de Nexis, jury classeur, secrétaire général des presses de la Cité, chef du service juridique du syndicat national de l'édition. Voilà, il va nous faire une présentation sur la politique de la mise en place de l'open access au sens large green et gold, et en parallèle avec l'open access, l'article du futur. Vous avez 30 minutes. Merci. C'est lequel qui marche? Il marche celui-là? Oui. Bonjour. Oui, comme vous l'avez senti, j'ai un peu débordé par rapport au sujet qu'on m'avait indiqué, parce que je crois que l'open access est sans doute un défi pour les éditeurs classiques, un défi qu'ils doivent relever. Ils sont au service de la science, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs intentions. Mais ce n'est pas le seul défi, il y a bien d'autres choses qui ont d'ailleurs été évoquées par Marin Dacos, l'enrichissement des publications, qui font partie du monde qui nous entoure. Donc on ne peut pas tellement traiter l'open access tout seul. Alors, voilà, si j'arrive à comprendre comment marche ce truc, je vais sûrement vous montrer quelque chose. Voilà, ça c'est Monsieur Elsevier, c'est les premiers trucs qu'on a publiés, c'était Monsieur Galilée, c'est pas mal quand même. Premier point, l'open access. Bon, l'open access, la position d'Elsevier, c'est très simple, hein, on l'aurait pas inventé. Mais franchement, ça fait tellement partie du paysage que ça fait des années et des années qu'on ne pense plus essayer de le ralentir, de le combattre ou autre chose. On cherche simplement à répondre à la demande dans des conditions viables. C'est-à-dire que ça dure un peu plus que le temps de l'idée. Vous avez eu l'exposé de solutions intelligentes qui auront peut-être un grand succès, qui sont nouvelles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Nous, on n'est pas allé jusque-là parce qu'on est une grande entreprise et que plus on est grand, plus on est difficile à bouger, mais il n'est pas du tout certain que le freemium soit pas une idée à creuser. En tout cas, on ne peut pas refuser ça dès le départ. En tout cas, où on en est. Alors, le premier point, lisez pas tout. Ça fait très longtemps qu'on a, vis-à-vis des auteurs pris individuellement, une politique là, disant en somme, vous faites à peu près ce que vous voulez de votre article, vous l'utilisez en cours, vous le mettez avec d'autres articles, vous le diffusez à vos élèves, enfin tout ça vous le savez. C'est pour ça qu'on est green dans Sherpa Romeo, ça doit faire 7 ou 8 ans, ça évolue progressivement, mais enfin fondamentalement, dès le départ on s'est dit, pas de problème, il est normal que les auteurs se servent de leur article, le déposent dans les sites des universités, etc. L'autre point est moins connu, mais j'appelle votre attention parce qu'il est d'actualité. On avait en parallèle établi les listes des droits des utilisateurs. Pour vous, c'est assez normal, mais questionnez un bibliothécaire grand public. Dans les bibliothèques accueillant du public, vous verrez que les décisions prises avec les éditeurs de littérature, que je connais bien par mon passé, sont très différentes. Vous n'avez pas vraiment de solution aujourd'hui pour l'accès au contenu en ligne par le public de la ville, du village ou du quartier. Et c'est pas si simple que ça. Autre chose qu'on a faite depuis très longtemps, et que je rappelle pour mémoire, c'est que ce qu'on vend est gratuit dans une centaine de pays dans le monde. Les pays en développement, en somme, Global South, ça s'appelle maintenant, je ne sais pas si c'est plus joli que pays en développement. Une liste qui évolue. Ça nous permet de faire en sorte que la science soit disponible à ces endroits-là. On ne veut pas se donner ni le ridicule ni l'odieux d'essayer de le vendre à des pays qui ont des problèmes terribles. Alors, ce qu'on a fait plus récemment, on a créé, on n'en avait pas il y a 1 an et demi, des revues en open access. Je crois qu'on en est à peu près à 40 ou 50 aujourd'hui. Le point important, c'est que on n'a pas choisi, on a peut-être eu tort, mais c'était un choix, de prendre des revues existantes et de les mettre en open access. On a choisi de créer des nouvelles revues en open access. En parallèle, et puis là on verra bien si ça marche, on est en train d'affiner les politiques de prix, qui sont maintenant entre 900 et 3000, et puis il faut adapter en finesse, c'est un peu compliqué techniquement.
Ça, évidemment, c'est pour répondre à la pression de certains pays, comme la Grande-Bretagne, par exemple, qui misent énormément sur l'open access et qui demandent la disponibilité de ces revues. En parallèle, la plupart des revues existantes, les plus anciennes, qui sont restées en abonnement, comportent des possibilités d'open access article par article. C'est la méthode hybride, avec bien entendu baisse du prix de l'abonnement au fur et à mesure que les articles en open access augmentent en nombre. Bon, on a fait ça. Évidemment, ça a le mérite d'être un modèle économique par rapport au green, qui n'en est pas un en soi. Personne ne croit que ça recouvrira l'ensemble des cas. Vous avez souligné les difficultés, elles sont réelles, mais bon, quand on se lance dans un modèle différent, il faut faire des tests, il faut avancer. Ça n'est pas absurde, et notamment dans les sciences de la santé, ça marche bien. J'imagine qu'en mathématiques, ça serait plus difficile. Ça dépend des budgets, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il faut être pragmatique dans ce truc-là. Pour mettre en place ce Gold Open Access, on passe assez souvent par des accords avec des institutions qui financent. On passe un accord cadre. Évidemment, on conserve les règles éthiques qui font qu'un article n'est susceptible de devenir Gold Open Access qu'après son approbation, hein, pas avant, parce que sinon, effectivement, on tomberait dans des dérives commerciales un peu dangereuses. Mais ça leur donne une idée du budget qu'ils vont consacrer au Gold Open Access dans l'année. S'ils pensent qu'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Et vous voyez, il y a pas mal d'accords, il y en a plus que ça d'ailleurs. C'est une des méthodes qu'on utilise pour ne pas se trouver seul face aux chercheurs, que ça mettrait dans une situation de faiblesse et pas très bonne. Ce qu'on voit, je bascule vers le green, ce qu'on voit, c'est que l'appétence pour le green et le gold est extraordinairement différente suivant les disciplines. Le gold, c'est le jaune orangé, le green est vert. Vous voyez ce que vous savez déjà, qu'en médecine, qu'en sciences biologiques, il y a une forte volonté des chercheurs de passer par le gold, parce qu'ils disent on garde quelques milliers d'euros du budget de recherche d'un coup, et puis quand l'article est prêt à être publié, on les dépense et on n'en parle plus, ça fait partie du travail de recherche. Dans d'autres secteurs, sciences sociales évidemment, mais je vois qu'il y a d'autres possibilités qui arrivent et c'est très bien. Physique et astronomie, on est dans un phénomène absolument inverse. Quoique, quand on voit le projet Scope 3 avec le CERN, dans le fond, cette démarche auprès des 7 ou 8 revues majeures en physique et auprès de leurs éditeurs est quelque chose qui ressemble un peu au Gold d'une certaine manière, puisque ils prennent en main les revues pour que les articles que tout le monde a déjà lus, puisqu'ils sont dans l'archive, soient certifiés, publiés par les éditeurs d'origine dans le cadre du Gold. Bon, dit ça, il n'y a pas de réponse complète. Je veux juste vous montrer que ça dépend des disciplines, que c'est quand même finalement... L'idée n'est pas nouvelle, mais l'application l'est. Passons au green. Je ne vais pas vous décrire ce que c'est, vous le savez. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on commence à voir les premiers articles scientifiques, donnerai les coordonnées de celui-là qui vient de paraître en avril, où on regarde ce qui se passe au NIH par rapport au délai de dépôt de 12 mois. Et cet article-là, qui n'est pas publié chez nous, fait apparaître une réduction d'environ 20% des téléchargements sur le site de l'éditeur, avec un délai de 12 mois. Me demandez pas pourquoi, me demandez pas comment, lisez cet article, je vous le recommande, c'est intéressant, parce que là on est dans la vie, on n'est pas dans l'échange d'idées, on voit que ça commence à donner quelque chose. C'est toujours le même article, vous me direz, qu'il soit sur le site du NIH ou sur le site de l'éditeur, sauf que les décisions d'abonnement sont souvent prises en fonction des téléchargements sur le site de l'éditeur. Donc on commence à rentrer dans du concret, et là c'est une société savante, je suis sûr, je choisirais pas quelque chose qui nous appartiennent. Un autre exemple, ça c'est une étude faite par les sociétés savantes anglaises, et c'est une étude pas vraiment scientifique, mais c'est un sondage. Ils ont interrogé des bibliothécaires en disant qu'est-ce qui se passerait si l'embargo était à 6 mois. Ça donne ça. Alors, pas de la science, mais par contre, c'est des vrais témoignages, quoi. On voit quand même que, alors surtout en sciences humaines, qui ont un comportement différent des sciences dures, il y a une part importante des bibliothécaires qui se dit, dans le fond, est-ce que je ne pourrais pas attendre
que le délai de 6 mois soit révolu et que j'ai éventuellement, si l'auteur a déposé, les articles gratuitement. C'est toute l'histoire du restaurant. Hein. Si le dîner est gratuit après 9h30, c'est pas la même chose que si le dîner est gratuit après 1h du matin. S'il est gratuit après 9h30, il n'y a plus de clients du tout. Donc il y a vraiment ce problème de l'embargo extrêmement difficile à calculer et qui est la clé du succès du Green Open Access, parce que le modèle économique du Green Open Access, c'est l'abonnement. Il n'y a pas d'autre source de revenus. Donc il faut que l'abonnement demeure assez fort pour que le green soit possible. Je suis convaincu que c'est possible, mais il faut faire attention, revue par revue, pour déterminer quel est le break-even point, le moment où les choses basculent d'un seul coup et où la revue se trouve en danger, pas demain matin, mais un jour. En gros, mon message, c'est il faut construire un système qui dure dans l'intérêt de tout le monde, il faut être un peu prudent. Je ne compare pas avec le cas qu'on nous a décrit juste avant, qui est fondé sur l'absence d'embargo, bien entendu. Là, on comprend très bien le raisonnement. Voilà. Et les 6 mois de Madame Cruz, moi, j'ai rencontré plusieurs fois des membres de son cabinet. J'en ai jamais rencontré un qui puisse m'expliquer comment ça avait été calculé. Je pense que ça ne l'a pas été du tout, que ça ne se rapporte à rien. Et franchement. Sans prendre le parti de mes amis de Cairn, je pense qu'en dessous de 12 mois, c'est juste impossible, quoi. Il faut au moins un cycle d'abonnement. Nous, on est entre 12 et 24. Pour quelle raison ? Parce que on regarde cette fameuse demi-vie, qui est un des indices, hein, on pourrait trouver bien d'autres choses, mais si on prend toutes nos revues, là, il y en a 1600, et qu'on regarde les demi-vies, ben vous voyez, ceux dont la demi-vie apparaît aux alentours de 6 mois, c'est 6% de ces revues. Un autre 6% est très très loin, c'est 18 mois, et après 26%. Vous voyez, vous avez 26%, 2 fois 26% des revues ont une moyenne de demi-vie de respectivement 27 et 38 mois. Voilà. Ça évolue sûrement, mais ça donne une indication de ce qui peut se faire ou pas se faire. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, on est très loin de passer un grand nombre de minutes chaque jour à dire l'open access n'a pas que des qualités. C'est pas la question, c'est dans l'air et beaucoup de gens le veulent. En revanche, il faut le faire bien, et un open access où il y aurait plus de revues serait pas un bon open access. Je dis pas que ça arrivera demain matin, mais ces courbes sont réelles, n'est-ce pas, hein? C'est la même courbe, hein, où vous trouvez le cumul des téléchargements et les années. Mais là, c'est placé par discipline. Et on voit bien, mais ce qu'on savait, c'est que les sciences sociales, c'est extrêmement lent et ça demande un traitement particulier. La biologie, une partie de la biologie, c'est extrêmement rapide parce que dans cette partie-là, les publications sont fréquentes et les articles sont incrémentaux. On apprend quelque chose et on bascule et on va faire autre chose. En mathématiques, quand je vois des articles qui font 100 pages et qui sont censés être une vraie découverte qu'on va mûrir et essayer de comprendre pendant des mois, évidemment, le comportement de la revue peut pas être semblable. Hein. Donc vous avez des comportements de revue très distincts les uns des autres, qui dépendent énormément des disciplines, mais à l'intérieur des disciplines qui dépendent aussi de la nature de la revue. Je pense, c'est pas chez nous, mais Nature, à mon avis, est une revue d'accès très rapide, parce que tout le monde veut l'avoir vue tout de suite, et une fois qu'on l'a vue, c'est fait. Une revue de niche est peut-être les plus précieuses parce qu'elle s'adresse à un petit public, c'est forcément beaucoup plus lent à cause du nombre de personnes et puis à cause de la spécialisation qui fait qu'on comprend pas si facilement et de façon si instantanée. Voilà. Sur l'open access, c'est ça, on travaille beaucoup et franchement, plus on le fera avec les communautés de bibliothécaires et de scientifiques, mieux ça sera. On le fait au GF2I et ça nous éclaire réciproquement. C'est un sujet très intéressant. Faut vraiment prendre des bonnes décisions. C'est ça le message. Alors, à côté de ça, il faut quand même pas l'oublier, il y a bien d'autres révolutions qui sont autour de nous, et notamment celle de publier en mode Internet, parce que ça, c'est en ligne.
Mais franchement, il n'y a pas une différence majeure avec ça. On commence en haut à gauche, on finit en bas à droite. Hein. C'est du papier en ligne, c'est bien, mais l'apport, c'est un apport en termes de diffusion, c'est pas un apport en termes d'information. Il n'y a pas d'apport cognitif. Et toutes les études, ça c'est une étude par un organisme scientifique anglais, mais je pourrais vous montrer les mêmes pour les avocats, hein. On considère qu'en gros, 10% du temps des spécialistes est perdu à chercher de l'information. Pas à l'utiliser, hein. Ça c'est autre chose. Chercher. Ça prouve plusieurs choses. La première est que les éditeurs font pas si bien leur travail que ça, parce que c'est vraiment leur rôle de faire que l'information soit très aisément accessible. Ça prouve aussi que des services comme Google, et on va pas leur reprocher, ont tellement de succès qu'ils croissent de 20% par an, et que du coup, on trouve tellement de choses qu'on trouve presque plus rien, n'est-ce pas? On a 10 réponses sur 1 million, et dans les 10 réponses, il y a plusieurs fois la même chose, parce que tout le monde a compris la logique des liens naturels. Je reproche pas ça, je dis simplement la quantité attaque la qualité dans ce cas-là. 10% c'est beaucoup, hein, des salaires, des loyers, d'électricité, de tout ça, c'est gigantesque. Alors, tentative très, très humble de notre part, mais tentative sérieuse, ce qu'on appelle l'article du futur. Vous y retrouvez toujours le PDF au milieu. Vous avez un volet d'exploration à gauche et vous avez des informations supplémentaires à droite. Et ça existe, hein, c'est dans Sciences Directes, il n'y a pas de coût supplémentaire, c'est vérifié par l'auteur. C'est une migration de Sciences Directes, hein, c'est pas un produit nouveau. Alors, dans cet exemple-là, vous avez un article sur des choses auxquelles je comprends rien, mais vous trouvez la protéine à côté. Et ça, ce sont des éléments qui ne sont pas dans l'article qu'on va chercher ailleurs, dans des bases de données notamment. Vous pouvez trouver les références et l'abstrat d'un article qui est cité dans le texte, toujours dans cette colonne de droite. Vous pouvez trouver le détail des schémas que vous avez identifiés à gauche. Vous voyez, en fait, ces colonnes supplémentaires font qu'on garde le texte tel qu'il est, parce qu'il faut quand même pouvoir le lire dans sa pureté, mais que par ailleurs, dès qu'il y a une note en quelque sorte, ou une indication, on peut y aller tout de suite. C'est les notes de bas de page de la Pléiade, mais sur un modèle beaucoup plus évolué, mais c'est pas autre chose, hein, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas utiliser la technologie Internet? Ça ressemble plus à l'Internet que mes enfants utilisent que ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui était un PDF en ligne. Alors, il y a aussi des tas d'autres trucs. Dans Internet, on peut mettre des films strips, c'est-à-dire des illustrations qui ont 3000 occurrences. Seulement, c'est là ou c'est pas là. Ce qu'on peut très facilement faire, c'est faire que les deux trucs d'illustration et de lecture scrollent, et vous allez, pardon, je suis allé trop vite, vous passez de ça où vous avez l'illustration dans le texte, à ça où, pardon, je recommence, où le texte a été scrollé, mais l'illustration, elle, est restée au même endroit. Ça a l'air de rien, c'est des trucs qui vont vous faire gagner 10 secondes par lecture d'article, vous additionnez, c'est absolument considérable. Mettre des légendes dans les films strips, des images, pareil, c'est une chose facile à faire avec Internet. Mettre des images en haute résolution, vous avez des tas de professions, notamment médicales, qui refusaient Internet parce qu'elles considéraient que le papier était beaucoup plus lisible. Et c'est vrai, un fond de l'œil, c'est pas lisible tellement, sauf en utilisant des technologies particulières sur écran. Là, mon exemple, ça ne doit pas être très lisible sur l'écran, mais je vous garantis que c'est de la haute résolution et qu'un scientifique peut vraiment creuser cette image-là. On peut, c'est un peu un catalogue, mais pour que vous voyez la variété, là on est dans les maths, quand il y a une petite note renvoyant quelque chose, bien entendu avec la souris vous pouvez faire apparaître le contenu de la note sans avoir à la chercher en bas de l'article, et vous pouvez même le faire, ça a l'air d'être la même chose que le truc précédent mais ça l'est pas, parce que cette indication ici dans la colonne du milieu, elle n'est pas dans l'article, on est allé la chercher dans un des 12 millions d'articles que nous avons. On se réfère à, je ne sais pas quoi, mais appelons ça une équation pour simplifier les choses, dans mon langage de littéraire. Elle est mentionnée, mais le détail de ce qu'elle est n'est pas exposé.
le système peut le retrouver ailleurs dans n'importe quel autre article qui comporterait cette information. C'est pour ça que j'appelle ça des liens profonds. Voilà, je continue encore un peu, mais pas longtemps. Vous pouvez également utiliser des cartes interactives. Vous avez une carte ici, mais vous pouvez tout à fait, sur le même sujet, et en ayant préparé le mécanisme, aller sur Google Maps, et glisser de l'un à l'autre, et là vous trouvez plus d'informations. Tout ça, c'est purement de la technologie, hein. Mais je crois que c'est assez utile. Regardez ça. Ça a l'air de rien, mais la valeur de chaque point. Aujourd'hui, il faut un double décimètre pour le calculer. Les systèmes vous permettent d'avoir la valeur exacte de chaque point avec votre souris sur la courbe. Les processus expérimentaux peuvent être indiqués, bien entendu. Et puis je termine avec le renvoi sur des bases de données. Vous avez le détail ici et la base de données là. Ça donne l'information contextuelle. On travaille sur des bases de protéines, vous l'avez vu plusieurs fois, et là c'est en 3D, sur des bases de gènes, sur des bases concernant la Terre, les sciences de la Terre, géologiques. On peut faire ça avec n'importe quoi, il suffit de trouver un accord avec une université qui a quelque chose qu'elle peut montrer, que ces données, et là j'appelle votre attention sur le fait que c'est vraiment important, ces big data sont structurés, parce que toutes les universités ont des big data en quantité, mais non structurés, ça sert absolument à rien, et il y a un coût gigantesque à la structuration. Vous pouvez toujours entasser des cahiers de laboratoire. S'ils sont pas dans le format qu'il faut, vous les avez, mais vous pouvez pas en faire grand-chose d'autre, hein. Je dis ça parce que j'entends tout le temps, j'étais encore à l'OCDE la semaine dernière, parler des big data qui allaient sauver le monde. Oui, mais si c'est en vrac dans un ordinateur, ça sauvera rien du tout, ou alors vous y mettrez 5 millions d'euros pour arriver, au bout de 3 ans, à les classer. Donc il faut que ça soit classé, que ça soit édité. La recherche, évidemment, permet d'aller dans les livres, dans la presse, dans tout ce qu'on veut. On peut chercher les images, vous pouvez trouver toutes les images, toutes les cartes de Montpellier qui sont dans Sciences Directes, ce qui est un fait nouveau. On cherchait toujours les textes, donc là on cherche les images. On peut mettre des applications. Bon, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, votre question Open Access, c'était un peu, est-ce qu'on a besoin des éditeurs dans l'avenir? C'était dit autrement, mais ça revient à ça. Est-ce que les éditeurs vont pas tous être remplacés par des nouveaux entrants innovants? Sûrement, pourquoi pas. Mais ce que je crois, moi, c'est que la fonction éditoriale ne sera pas remplacée parce qu'elle est nécessaire pour la communauté. En somme, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas qu'on manque d'informations sur le web, c'est qu'il y en a trop. Et quand on en cherche, on trouve pas tellement ce qu'on veut. Moi, je crois, et je livre ça à votre réflexion, qu'on aura besoin de quelqu'un, appelons-le éditeur ou autrement, ça n'a pas d'importance, qui va vous donner de l'information garantie. L'information garantie, c'est autre chose que la version 1, la version 2, la version 3, la version 4, dont vous ne savez pas laquelle est la bonne. Une information facile à trouver, ça dépend de l'argent que vous mettez dans votre moteur de recherche, hein. Quand on commence à traiter des grandes données d'information, il faut que le moteur soit extrêmement pertinent. Sinon, on se retrouve avec du temps perdu et de l'argent perdu. 10% du salaire de tous les chercheurs, ça fait des sous, hein. Information structurée, je viens de le dire pour les big data, mais c'est pareil pour les articles, hein. Ça peut pas être des trucs, des PDF additionnés. Et de l'information sélectionnée, c'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on cherche et pas autre chose, et circonscrite. Personne ne veut avoir 150 articles très bien choisis parce qu'on les lira pas. Donc il faut que ça soit 10 articles. Tout ça, ça a l'air de rien, mais c'est un énorme travail de structuration de la matière pour éviter de se noyer dans un océan d'Internet. Et ça correspond à un paradoxe parce que là, je suis en train de vous dire il faut qu'on donne moins d'informations, très réduites, très sélectionnées, très pertinentes. Mais on sait bien, ça a été dit pour les parties que j'ai entendues, il faut aussi permettre la découverte, il faut aussi qu'on puisse dériver de la question qu'on a posée à des questions qu'on n'a pas encore posées, ou qu'on devrait se poser, et il faut aussi qu'on aille vers plus de détails. Dès qu'on a trouvé l'information qu'on voulait, on plonge dans des bases de données. Donc il y a une espèce de paradoxe de l'éditeur. Avant, il prenait quelque chose de publiable, il le publiait et il vous le passait. Aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est incroyablement plus important qu'auparavant. Tout ceci étant influencé, et c'est ma fin,
par des phénomènes nouveaux, dont la pluridisciplinarité. Dans la carte américaine que vous voyez là, c'est des cartes des compétences scientifiques. Tout ce qui est au milieu dans ce cercle-là, du cercle du milieu, c'est de la recherche interdisciplinaire. On ne peut pas faire de l'édition quand la recherche interdisciplinaire est si présente et en telle croissance, de la même manière qu'on le faisait avant, où il y avait la chimie, la biologie, et personne ne se parlait à personne. Ça, c'est un élément structurant de notre travail. Les disciplines sont les couleurs sur le grand cercle, les bulles sont les compétences, et forcément, des bulles au milieu représentent des compétences interdisciplinaires, elles sont attirées par différentes disciplines. Il y a tout un algorithme derrière ça. Deuxième chose, on doit tenir compte de la collaboration internationale. On se retrouve avec des articles qui sont écrits par des tas de gens de tas de pays différents, et ça engendre des comportements, et probablement la nécessité qu'ils aient tous accès à la même chose, parce que sinon ils ne travaillent pas au même rythme. Et puis les besoins des chercheurs sont infinis. C'est pas seulement publié. Quand on voit une liste très rapide des entreprises qui s'intéressent aux chercheurs, ou des institutions publiques d'ailleurs qui s'intéressent aux chercheurs et qui veulent leur apporter un service, le nombre est incroyablement croissant au fil du temps. Ça, c'est il y a 5 ans. Ça, c'est aujourd'hui. J'ai pas mis Mendeley, mais Mendeley serait dedans, certainement. Voilà.